Être une femme en politique, ça veut dire se faire dire de retourner à ses chaudrons. Parce qu'il reste encore, je m'excuse de l'expression, des vieux machos, il en reste encore. Juste avant le débat, j'ai un homme qui me dit Bonjour madame, mais vous portez la même robe que lorsque je vous ai vu la dernière fois. C'est le premier commentaire qu'on vous fait? Premier commentaire qu'on m'a fait, effectivement, je me dis est-ce qu'il voulait me déstabiliser avant de commencer mon Ce débat? sont deux témoignages que ma collègue Véronique Prince avait recueillis à Québec. C'était il y a 2 ans. Les députés Émilie Foster et Claire Isabelle quittaient à ce moment-là la vie politique et elles dénonçaient le sexisme dont sont victimes les politiciennes. Parce que même si les femmes sont de plus en plus nombreuses à l'Assemblée nationale, il y a encore plusieurs politiciennes qui continuent de se sentir comme des intruses dans le monde politique. Malgré le chemin parcouru dans les dernières décennies, il y a des élus qui encore aujourd'hui dénoncent le sexisme ambiant, un certain double standard également. Et la journaliste Jocelyne Richer a recueilli des dizaines de témoignages assez troublants d'ailleurs qu'elle relate dans son livre qui est à paraître cette semaine. Ça s'intitule « Le sexe du pouvoir » et Jocelyne Richer, elle est avec nous. Donc, bonjour Jocelyne. Bonjour Geneviève. Alors, vous avez couvert la politique québécoise, on vous a lu pendant une vingtaine d'années. Vous observez encore maintenant qu'il y a un décalage entre le discours officiel et ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que vous diriez que les femmes en politique continuent de se faire regarder de haut? Oui, ou en tout cas, elles continuent à se sentir exclues du pouvoir politique. Au départ, je dois dire que la classe politique, nos dirigeants en général, aiment prétendre que l'égalité homme-femme au Québec, c'est une valeur fondamentale. Je me suis dit, allons voir dans les faits, surtout pour ce qui est de la classe politique. Comment ça se traduit dans les faits chez les femmes elles-mêmes? Et alors, je me suis dit, allons voir les premières intéressées, les élus, les ex-élus. Comment elles voient la situation aujourd'hui sur leur statut de femme politique? Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai entrepris une enquête. J'ai fait toute une série d'entrevues, de longues entrevues avec elles pour constater à quel point les choses avaient finalement peu évolué, à quel point elles vivaient un malaise important, un inconfort avec toute la culture politique, que ce soit les partis, le gouvernement, la culture parlementaire, et qu'elles avaient beaucoup de difficultés à s'adapter parce que justement, elles ressentent ce sentiment de jamais faire partie de la gang, d'être toujours exclues ou de constater que leur statut est vulnérable et fragile. Oui, vous utilisez le mot, il y en a certaines qui utilisent le mot qu'elles avaient l'impression d'être tolérées finalement, mais pas nécessairement acceptées à leur juste valeur. Parce qu'il faut dire quand même qu'il y a eu des changements, là, on le disait dans les dernières décennies. Entre 1998 et 2022, la proportion d'élus féminines a doublé au Québec. On est passé de 29 à 58 sur un total de 125 députés. Mais quand même, plusieurs d'entre elles disent ressentir le sentiment d'imposteur à différents degrés. Puis vous en avez recueilli beaucoup des témoignages de Catherine Fournier, Joël Boutin, Monique Jérôme-Forget, des gens de plusieurs générations. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, justement, dans les exemples très concrets et parfois très récents aussi qu'elles ont donnés? Moi, je dirais que ce qui ressort beaucoup dans l'espèce de frustration, de malaise chez les femmes, c'est le double standard qui persiste malgré les ans, malgré l'évolution de la société, malgré le fait qu'elles sont effectivement de plus en plus nombreuses. C'est le double standard, c'est-à-dire à tout point de vue, combien les femmes sentent qu'elles sont jugées, évaluées différemment des hommes et toujours plus durement. Alors, c'est ça qui se... Oui, mais vous revenez dans le livre... C'est ça qui m'a frappé beaucoup. Vous revenez dans le livre, justement, sur le départ en 2021 de 2 politiciennes, Marie-Ève Proulx, Marie Montpetit. Ça avait fait beaucoup réagir. À l'époque, on parlait d'allégations d'harcèlement psychologique. Elles se sont toujours défendues. Mais ce que vous dites dans le livre, en fait, l'impression qui s'en dégageait, selon vous, c'est qu'elles avaient été traitées différemment dans ce contexte-là, puisqu'elles étaient des femmes? C'est-à-dire, je pose la question, je ne peux pas l'affirmer parce que les faits qui se sont produits, on ne les connaît pas. C'est resté confidentiel. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a eu aucune plainte formelle
dans les deux cas. Et pourtant, ces femmes-là ont vu qui étaient des étoiles montantes, qui étaient des femmes ambitieuses qui voulaient faire une carrière politique et qui ont vu leur trajectoire complètement écourtée du jour au lendemain à partir d'allégations sans qu'on sache jamais si c'était fondé ou non. Ouais. Et ça, je me disais, c'est un exemple pour montrer que combien pour les femmes, c'est plus difficile. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre, on dirait que dès qu'il y a le moindre faux pas réel ou présumé, on leur montre la porte rapidement. Comme si elles n'avaient pas le droit à l'erreur, finalement. Il y en a plusieurs qui reviennent là-dessus, l'impression de ne pas pouvoir se tromper, de ne pas pouvoir montrer leurs émotions non plus autant que les hommes. Sonia Lebel aussi vous a parlé de sa difficulté à recruter des femmes avec de jeunes enfants. On y revient souvent, cette conciliation travail-famille, parce qu'il n'y a toujours pas de congé de maternité non plus pour les élus. Effectivement. Oui, c'est un exemple pour montrer à quel point les institutions, comme le Parlement, l'Assemblée nationale, on dirait, il faudrait que c'est un milieu qui est très codifié, très réglementé, qui est très traditionnel dans sa culture et qui n'a pas su s'adapter à l'évolution de la société et à la présence des femmes. Ça explique qu'encore aujourd'hui, il y a des congés de maternité pour les femmes depuis longtemps au Québec, mais pas pour les élus. Alors, ça explique en partie la difficulté de recrutement de jeunes femmes qui ont des jeunes enfants et qui se disent, mais comment je pourrais faire pour concilier la vie de famille avec la vie de parlementaire? Donc, en fait, depuis quelques années, ce qu'on dit aux femmes, c'est les portes sont ouvertes, venez, on veut qu'il y ait plus de femmes en politique, on veut plus d'élus, on veut la parité. Mais dans les faits, les institutions ne s'adaptent pas aux besoins des femmes. C'est vraiment très intéressant et ça regorge vraiment de toutes sortes d'expériences qui ont été vécues au cours des dernières décennies. Témoignage également de Pauline Marois là-dedans. Il y a Nathalie Normando également qui prend la parole, qui parle entre autres tout le culte entourant l'apparence des femmes. Et effectivement, devant cette féminité qui dérange, ça fait se poser bien des questions à la lecture de ce livre. Jocelyne Richer, donc, pour la parution de ce livre cette semaine, Le sexe du pouvoir. Merci beaucoup de votre temps ce matin. Merci Geneviève. Au revoir.